Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous santé qui fait partie donc du parcours filière, comme vous le savez, les mercredis de la santé que l'on vous propose depuis le début de cette année et qui se prolongera sur l'année prochaine avec d'autres marchés, d'autres pays. Cet après-midi, nous allons parler du marché de la santé au Canada. Merci à nos intervenants d'être avec nous cet après-midi, de partager votre expertise avec les sociétés bretonnes inscrites à ce webinaire. Bonjour Sandrine, bonjour Aliette, bonjour Serge, bonjour Benoît, bonjour Raja. Merci à vous pour votre présence avec nous cet après-midi. Comme vous le savez, ce webinaire, c'est un moment privilégié pour vous, entreprise bretonne, pour échanger avec des experts qui sont avec nous cet après-midi pour partager leur point de vue, leur expérience, leur connaissance du marché. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole au fur et à mesure, soit en levant la main pour que j'active vos micros, soit en écrivant vos questions avec le petit module questions et réponses qui est disponible dans la barre d'outils dans le bas de votre écran. Donc, n'hésitez vraiment pas à intervenir. On n'attendra pas la fin du webinaire pour les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, à rebondir sur les propos de chacun de nos intervenants pour poser vos questions. Si toutefois vous avez, après le webinaire, des questions, des points cruciaux sur lesquels vous souhaiteriez revenir plus en off, en confidentialité, il est tout à fait facile et rapide d'organiser des visios avec Catel Joliffe ou Nicolas Plantis, vos chargés d'affaires BCI. On peut très rapidement organiser des visios avec la CCI française au Canada, qui est donc notre partenaire agréé au Canada et qui nous accompagne et qui partage son expérience avec nous pour ce webinaire de cet après-midi. Un petit mot maintenant sur ce webinaire. Donc, comme tous les autres mercredis de la santé, notre partenaire Biotech Santé Bretagne est avec nous également cet après-midi. Donc, nos principaux intervenants, comme je l'ai dit, donc la CCI française au Canada, Sandrine, qui est directrice générale, Aliette, chargée de projet relations membres. Elles vont nous exposer toutes les deux, nous dresser un panorama global du marché de la santé. Et puis ensuite, on a la chance d'avoir donc avec nous deux intervenants qui vont témoigner de leur expérience et puis partager leur expertise. Tout d'abord, Benoît Lelouch de Maison Vivalto, qui est avec nous au titre de conseiller du commerce extérieur et en tant que directeur général donc, de Maison Vivalto. Merci beaucoup, Benoît, encore une fois. Et puis, bienvenue et merci aussi à Serge Chaignan, qui est avocat associé au cabinet Laverie Avocat. Un petit mot sur le déroulement du webinaire. Donc, comme d'habitude, pas de panique sur la prise de notes. La présentation que vous allez avoir là cet après-midi sera disponible sur BCI Info. Je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir quand ce sera en ligne, tout comme le podcast, puisque ce webinaire est enregistré. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà. On est une association d'entreprises bretonnes composée de plus de 1000 adhérents aujourd'hui, financée par le Conseil régional et la CCI Bretagne. Notre principale mission, c'est de vous aider, vous, entreprises bretonnes, dans votre développement à l'international, quel que soit votre secteur, quel que soit le pays que vous ciblez. On est à votre proximité en Bretagne au travers du siège ici à Rennes et puis des différentes CCI territoriales en Bretagne. Vous avez les différents services à votre disposition sur les différentes diapos. Je passe parce qu'encore une fois, vous nous connaissez toutes et tous pour la plupart. J'aimerais juste m'attarder sur cette plateforme BCI Info, donc plateforme mise à jour quotidiennement sur laquelle vous pouvez retrouver des veilles marchés, des veilles techniques et réglementaires et des synthèses marchés, ainsi qu'un annuaire d'entreprises et organismes qui sont à votre disposition. C'est sur cette plateforme BCI Info que vous retrouverez les présentations de tous les webinaires ainsi que les podcasts. Un petit focus aussi sur BCI Connect. C'est un nouvel outil qui est en place depuis plusieurs mois déjà, exclusivement dédié aux adhérents de Bretagne Commerce International et aux dirigeants d'entreprise. C'est un outil pour vous, dirigeants, qui avez des problématiques d'ordre stratégique à l'international, d'échanger entre vous de manière confidentielle.
Autre nouvel outil que l'on va mettre en place à la fin de l'année, on l'espère, c'est un e-catalogue qui va référencer toutes les entreprises bretonnes adhérentes désireuses de faire partie de ce catalogue. L'objectif, c'est d'avoir une visibilité complète pour les acheteurs étrangers, les importateurs, distributeurs étrangers, voilà, qui cherchent des produits, des expertises, des compétences particulières en Bretagne. Ce e-catalogue sera un super outil pour vous donner toute la visibilité possible vis-à-vis de ces prospects et clients et partenaires potentiels. On vous tiendra informé donc de la mise en ligne de ce service avant la fin de l'année. Vous serez sollicité de toute façon pour remplir vos fiches profil sur cette plateforme. C'est totalement gratuit et encore gratuit, et réservé aux adhérents de BCI. La CVTech, je vous laisserai lire la petite diapo. Le grand événement de Bretagne Commerce International chaque année. On ne le présente plus. Open de l'international, comme on a l'habitude de le dire, c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre lundi 4 juillet 2022. On fera une édition à nouveau en présentiel l'année prochaine. Ça se tiendra à Saint-Brieuc. Les 2 précédentes éditions, Covid oblige, étaient en format numérique. Là, l'année prochaine, on espère tous vous retrouver physiquement donc, à Saint-Brieuc. Je note, Karen. Tu peux noter, c'est l'occasion effectivement pour les entreprises, mais aussi pour vous, prestataires agréés, membres du réseau BCI, de venir à la rencontre des entreprises, d'échanger lors de rendez-vous B2B. En général, il y a plus de 70 pays représentés lors de cette Open. Il y a, dans les éditions physiques des grandes années avant Covid, on était à plus de 1300 participants. L'année dernière, sur l'édition en ligne 2021, il y avait plus de 750 participants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un événement qui est devenu incontournable, que nous jalousent les autres régions même. Et voilà, en une journée, vous pouvez avoir des rendez-vous B2B, participer à des ateliers thématiques d'information, des focus pays, des ateliers de bonnes pratiques, des retours d'expérience et aussi. Et on renouvellera l'idée du village partenaire avec des mini-stands sur lesquels vous pourrez retrouver les principaux partenaires, enfin vos principaux partenaires pour votre développement à l'international. J'ai fini pour la présentation de BCI et puis du panorama du déroulement de ce webinaire. On va rentrer directement maintenant dans le vif du sujet. Je vais te laisser la parole, Sandrine, pour parler donc du panorama de la santé au Canada. Bien, merci beaucoup, Karen. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, je suis Sandrine Perrault, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Nous vous proposons en fait d'écouter de notre part une présentation assez générale et ensuite vraiment d'aller vers un partage d'expérience, comme tu disais, Karen, de Benoît Lelouch, qui est conseiller du commerce extérieur français et qui est actif dans le domaine de la santé et la silver economy depuis pas mal de nombreuses années, qui vous dépeindra comment le Canada fonctionne, puisque entre différentes provinces et puis côté fédéral. Et puis, la troisième partie sera plus technique avec Lavry Avocat et Serge Chahinan, qui est spécialiste de la propriété intellectuelle dans tout ce qui est biotechnologie. Donc, tout d'abord, pour vous dresser un panorama, en fait, la France et le Québec, ce sont des liens très forts et on parle de plus de 1200 filiales d'entreprises françaises au Canada. Alors, quand on dit au Canada, c'est quand même tout de même essentiellement au Québec, puisque la plupart, plus de 55% des entreprises viennent d'abord au Québec et bien souvent à Montréal. C'est un tremplin, en fait, pour accéder à l'Amérique du Nord. Ça permet de s'accoutumer, je dirais, à la façon de faire nord-américaine des affaires, tout en n'ayant pas de barrière de la langue. On recense tout secteur d'activité. Cela dit, on voit une véritable expertise française autour de l'IT, des technologies.
et de l'ingénierie. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant pour vous dans la biotech. Et en fait, vous le voyez, les échanges entre la France et le Québec, c'est quasiment la moitié des échanges commerciaux entre la France et le Canada. Donc, pour vous dire cette prépondérance de cette province en particulier. Et Montréal, c'est 25% des investissements directs et étrangers ici, qui viennent de la France. Donc, de ce fait, nous accompagnons un certain nombre d'entreprises françaises et nous avons un gros réseau. La Chambre de commerce, on est reconnu d'utilité publique par la France, présente dans 96 pays. Et nous sommes une association donc, au service des entreprises, un peu comme les BCI. Et donc, nous animons ces 300 entreprises autour de comités sectoriels, dont un comité technologie et innovation, et autour de clubs métiers, rassembler les patrons d'entreprises entre pairs, les directeurs financiers ou des ressources humaines. Si on regarde un petit peu plus l'écosystème R&D au niveau du Canada, alors, vous voyez, c'est un écosystème très dense, très riche, qui couvre de l'Est à l'Ouest du Canada. Et vous allez le voir, Benoît va en parler un petit peu plus, mais quand on dit Canada, il faut faire attention parce que chaque province a ses spécificités. Ça a l'avantage, en fait, pour vous d'avoir un nombre important d'acteurs où que vous soyez. Et le Québec recense beaucoup d'universités, de chercheurs à ce sujet. On parle à peu près de 80 entreprises au niveau de la santé et de l'intelligence artificielle. C'est quand même assez intéressant. Si on passe suivant, voilà, au niveau des chiffres clés, les dépenses du Canada dans les soins de santé représentent quasiment 12% du PIB canadien. Benoît en parlera également, on sort d'élections fédérales et donc il y a de nouvelles enveloppes aussi budgétaires qui sont sorties. C'est un secteur qui rassemble 900 entreprises, 104 000 employés. Et vous voyez un petit peu la répartition par secteur. L'équipement médical est assez important et prestataire de services contractuels également. Parmi les entreprises présentes au Canada, vous en voyez certaines, dont certaines françaises, évidemment Sanofi Pasteur. Alors Sanofi est très très présent ici au Canada avec plus de 2000 personnes. Et pour vous donner un ordre d'idée, ils ont annoncé en 2021 l'ouverture d'une usine à Toronto et on parle d'1 milliard de dollars canadiens d'investissement. Donc, c'est gigantesque pour fabriquer 60 millions de doses de vaccins. Donc, c'est une usine extrêmement digitalisée aussi, l'industrie 4.0. Montréal, plus particulièrement, est au cœur de l'innovation. On en parlait, il y a un nombre important d'universités, de chercheurs, de relations, de partenariats entre entreprises et chercheurs. Comme on le disait, c'est un tremplin aussi pour aller au-delà du Québec. Au niveau des salaires, Montréal reste encore assez avantageux au niveau des salaires des personnes en Amérique du Nord, même si on voit une certaine tension et une pénurie de talent donc, qui vient un petit peu augmenter les salaires. Et pour votre information, si vous ne saviez pas, on parle de deuxième hub mondial au niveau de l'intelligence artificielle. C'est un écosystème vraiment unique. Si on regarde au niveau de Montréal, vous avez peut-être votre équivalent, mais qui n'était pas disponible aujourd'hui, Montréal In Vivo, qui est la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé. Alors, grappe égale cluster en France, mais on est au Québec, donc on évite de parler, d'utiliser des mots anglophones. Qui rassemble les différents acteurs. Et puis, vous avez également Bio-Québec. On parlera également d'un certain nombre d'incubateurs et peut-être simplement pour vous préciser, Servier vient également d'annoncer en décembre dernier un gros laboratoire en R&D avec l'incubateur Santec à Montréal. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'effervescence et de relations entre entreprises, universités et incubateurs. Voilà, j'ai brièvement fini. Je vais passer la parole à Benoît Lelouch. Merci Sandrine. Merci beaucoup Benoît.
Bonjour, merci Karen, merci Sandrine, bonjour à tous et à toutes. Merci à Euh, vous, Benoît. Bonjour. Bonjour. Donc, écoutez, je suis arrivé à Montréal ici en 1974, donc ça fait longtemps que je vis ici. Euh, donc, moi, je suis dans le domaine ce qu'on appelle ici des soins de longue durée, long-term care. Nous, on a des propriétés, je vous en parle parce que c'est des particularités canadiennes. Donc, nous, on offre dans des mêmes établissements le continuum de soins, ce qui est différent de ce qui peut exister en France. Donc, nous, on est dans des résidences médicalisées, le continuum, et c'est important pour ce qu'on va se dire tout à l'heure, mais on fait affaire pour chacun des paliers de soins, aussi bien avec les partenaires publics. On travaille avec tout Montréal, tous les partenaires publics de Montréal et du Grand Montréal, que de la clientèle privée. Donc, on se retrouve avec 60% de partenaires publics et 40% de clientèle privée avec tous les paliers de soins. Euh, donc, il y a également des joueurs qui sont dans des résidences pour aînés autonomes qui existent peu ou pas en France. Donc, c'est un modèle avec des propriétés de 50 à 450 appartements qui peuvent varier de 30 à 120 mètres carrés. Donc, c'est vraiment des produits très différents. Donc, nous, Maison Vivalto, on est 3 partenaires. Si on pouvait passer à la prochaine diapositive. Excusez-moi, je n'avais pas pris le… Voilà. Et donc, voilà notre groupe. Donc, si on pouvait passer à la prochaine diapositive. Donc, ça, c'est un partenaire européen, le groupe Vivalto, qui est un leader en France dans les soins de court séjour et en Europe dans les soins de long séjour, en France, en Espagne, en Irlande et en Belgique. On travaille, notre premier partenariat remonte à 1994 dans le domaine des soins de longue durée, télémédecine, soins à domicile. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. La prochaine diapositive. Et on a comme troisième partenaire minoritaire le Crédit Mutuel Equity basé au Canada, donc l'équipe Toronto-Montréal avec qui nous travaillons. Alors, dans le vif du sujet, donc le Canada, on est une fédération. Donc, je voulais vous expliquer rapidement le partage des pouvoirs au niveau de la santé, les différents paliers. Donc, le fédéral est impliqué dans principalement trois pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est les lois de protéger la santé et la sécurité du public. Donc, le Canada a la particularité, contrairement à notre voisin du Sud, les États-Unis, d'avoir une obligation d'accès à la santé pour tous les Canadiens. Donc, tous les Canadiens ont droit à la santé publique. Ceci étant dit, notre défi au Canada, c'est qu'on a dans pratiquement tous les types de soins, de court séjour, de long séjour, on a des listes d'attente et on a des citoyens canadiens qui décèdent en étant sur une liste d'attente. Donc, c'est là que le privé essaie de s'inscrire pour essayer de trouver des méthodes, des façons, des outils pour réduire ces listes d'attente. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir d'adopter des lois en cas d'une urgence d'importance nationale. Donc, le fédéral s'est énormément impliqué dans la pandémie, fermeture des aéroports, quatorzaine. Mais je vous dirais que ce qu'on a vécu, c'est que les décisions au début de la pandémie ont été difficiles et lentes à se prendre. Il y a eu une grande critique de la population à cet effet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit le gouvernement fédéral qui prend du temps à réduire toutes les directives en place parce qu'ils ont tellement été échaudés au début de la pandémie que là, ils veulent être très prudents. Donc, c'est pour ça que le Canada, on est beaucoup plus conservateur que d'autres pays. Si vous venez nous voir et que vous prenez l'avion, même si vous avez les 2 vaccins, il faudra que vous ayez un test PCR, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, on est encore très rigoureux. Le fédéral est très exigeant parce que, justement, ils ne veulent pas se faire échauder une deuxième fois.
Et puis le troisième, c'est le pouvoir de dépenser. Et on a un gouvernement en place, le Parti libéral, qui dépense, qui a la culture de dépenser beaucoup. Donc c'est une culture d'investissement et de beaucoup de dépenses pour créer une relance économique. Donc c'est beaucoup d'opportunités pour vous. Donc, au niveau du fonctionnement de cette fédération, annuellement, il y a un transfert du fédéral aux provinces en matière de la santé. Donc, en 2020-2021, le montant est de 42 milliards de dollars et le Québec en reçoit 10 milliards. Et le fédéral peut établir des conditions et des normes nationales. Donc, ça, c'est un sujet que notre premier ministre fédéral, M. Trudeau, a mentionné pendant les élections et qui va devenir un enjeu majeur dans les prochains mois, puisque c'est les provinces, comme je vous le dis plus loin, qui ont l'exclusivité de la responsabilité de la gestion des soins de santé. Donc, chacune de ces provinces a ses propres conditions et normes, et le fédéral a décidé, enfin a fait l'annonce qu'il souhaitait qu'il y ait des standards et des normes canadiennes. Donc l'idée est intéressante, mais la mise en application pourra être sans doute très complexe compte tenu de l'indépendance que chacune des provinces veut avoir dans la gestion de ses soins de santé. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, je voulais simplement vous montrer des enjeux d'actualité en termes de, vous pouvez voir la date de chacun de ces articles. Donc, c'est actuel. Donc, la demande de transfert. Donc, les provinces exigent 42 milliards. Donc, chaque année, il y a un enjeu à l'effet qu'il n'y a pas assez de fonds qui sont transférés du fédéral au provincial. Et puis, vous voyez dans le journal Le Devoir, qui est un journal québécois francophone qui promouvoit la force et l'indépendance, pas nécessairement l'indépendance, mais la force du Québec, l'autonomie du Québec. On voit que donc il relève le fameux sujet à l'effet que le fédéral souhaite imposer et négocier des conditions, des standards de soins nationaux. Si vous pouvez aller à la prochaine diapositive. Donc, au niveau des investissements annoncés, donc ça, c'est des opportunités pour vous, si vous êtes déjà au Canada ou vous ne l'êtes pas encore, d'essayer de voir où il y a beaucoup d'argent qui entre dans l'univers de la santé au Canada. Il y en avait déjà, mais il y en a encore plus suite à cette pandémie. C'est un sujet qui a sensibilisé tous les Canadiens et donc tous les politiciens, aussi bien dans les paliers fédéraux que provinciaux, injectent de l'argent dans le système. Donc, une augmentation de 4,5 milliards a été ajoutée dans les transferts fédéral-provincial. 6 milliards de dollars en soins à domicile. Donc là, il y a une volonté très forte, aussi bien au niveau du fédéral que du provincial, de trouver des solutions pour augmenter, faire en sorte qu'il y ait plus d'aînés, plus de seniors, plus d'aînés ici qui puissent rester plus longtemps à leur domicile, voire rester jusqu'à la fin de leur vie à leur domicile. Donc, tous ceux qui ont des solutions, que ce soit au niveau de la prestation de services, de technologie, pour favoriser les soins à domicile, c'est vraiment ici un sujet dans l'air du temps. Et vous aurez l'écoute et des fonds disponibles. Donc, au cours de son dernier mandat, M. Trudeau, notre premier ministre fédéral, a également, donc il a signé le premier accord de régime national d'assurance médicaments universel. Donc, nous, au niveau de notre filet social, on a un filet social qui est tissé moins serré que la France au Canada. Donc, le Québec était déjà très en avance à ce sujet, mais maintenant, le Canada vient de les rattraper avec ce programme.
donc pour s'assurer que tous les Canadiens puissent avoir un meilleur accès à des médicaments. Annoncé, ensuite, on parle de 3 milliards au développement d'un secteur national des sciences de la vie. Donc ça, c'est ce dont parlait Sandrine tout à l'heure avec le labo de Sanofi. Donc pendant la pandémie, on s'est retrouvé au Canada à être entièrement dépendant des autres pays. Au niveau de la stratégie, le gouvernement fédéral n'a pas investi pendant la pandémie dans des projets de développement. Donc, on s'est retrouvé comme un client et on a dû attendre notre tour. Donc, là-dessus, ils ont été très échaudés. Il y a eu une grande insatisfaction de la population canadienne. Et donc, on voit que il y a des gestes forts qui ont été posés et la France est là. Et puis, donc, c'est le 28 juillet 2021, le gouvernement a officiellement lancé la stratégie en matière de biofabrication des sciences de la vie. Donc, c'est entre autres ce projet. Merci. Donc, les opportunités, il y a 8. Donc, le premier, on vient d'en parler, c'est dans la recherche biomédicale. La deuxième, c'est au niveau du financement de la recherche scientifique. Donc, ils vont modifier leurs critères pour que leurs critères soient plus adaptés aux besoins du marché. Donc, de créer une meilleure passerelle entre les financements et ce dont l'industrie a besoin. Donc, adapter les recherches universitaires aux besoins du marché. Donc, on a réalisé qu'il y avait un problème d'arrimage entre les recherches financées et ce dont les entreprises canadiennes ont besoin. L'item numéro 3, c'est 3,2 milliards au niveau de l'embauche de personnel. Donc, 7 500 nouveaux médecins et infirmiers. Donc, ça ici, c'est intéressant, mais il faut aussi le voir comme un enjeu pour les entreprises privées, puisque la question, c'est de savoir ce personnel, ils vont aller le chercher où? Et il est possible qu'ils aillent également dans le visier des entreprises privées en offrant à tous ces employés du système de la santé des conditions plus intéressantes. En tout cas, au Québec, on le vit. Le ministère de la Santé a lancé un programme il y a quelques jours, semaines à peine, 2-3 semaines, je pense, Sandrine, et dans lequel ils offrent, par exemple, une prime de 15 à 20 000 $ à des infirmières pour revenir dans le secteur de la santé publique. Ils disent qu'ils veulent aller les chercher à l'externe. Ils parlent principalement d'intéresser des infirmières qui sont à la retraite, des infirmières qui se sont retirées du secteur de la santé, mais ils n'en parlent pas et les règles ne sont pas encore fixées. La directive ministérielle n'est pas sortie, mais on sait qu'ils ont déjà commencé à également prendre contact dans les établissements privés pour essayer d'aller chercher du personnel. Donc, on vit une situation dans toutes les provinces où les soins de long séjour, c'est difficile, mais les soins de court séjour, les hôpitaux ferment des lits, ferment des étages, ralentissent les opérations par faute de personnel. Item numéro 4, donc fournir 400 millions de $ sur 4 ans pour répondre à la demande de soins virtuels. Donc ça, c'est très intéressant. L'Ontario est la province la plus en avance. Le Québec, on commence enfin à bouger dans ce sens. On est au Québec, on va le voir tout à l'heure, mais on est au Québec limité par le Collège des médecins, qui est beaucoup plus conservateur, mais qui commence enfin à bouger là-dessus. Mais le gros joueur au Canada, là où ça se passe, c'est en Ontario, et ils sont en train de grandir partout au Québec et même partout au Canada et de rentrer au Québec. Il y a établir un nouveau transfert fédéral au niveau de la santé mentale. Donc, on a découvert pendant la pandémie à quel point il y avait des impacts, tout le confinement a créé des impacts
sur la santé mentale des Canadiens. Au niveau de toutes les provinces et du fédéral, à un moment donné, il y a dû avoir des décisions qui ont été prises pour prendre plus de risques au niveau de la propagation du virus, mais éviter des problèmes de violence conjugale, violence auprès des mineurs, suicide, etc., au niveau de la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet au fédéral et dans toutes les provinces. Donc si vous avez des forces dans ce secteur-là, il y a énormément de choses à faire ici. Le sixième, élaborer une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Le septième, c'est travailler afin d'assurer aux communautés rurales un meilleur accès à l'ensemble des professionnels en soins de santé et des services sociaux. Donc, ça va passer par l'item numéro 4, ça va passer par... Il y a également dans d'autres secteurs d'activité des investissements conséquents pour augmenter l'accès à la fibre optique en région. Donc, c'est aussi lié à l'item numéro 7, va être aussi lié à la technologie. Le 8, c'est affecter 400 millions de dollars sur 6 ans concernant une stratégie pan-canadienne en matière de génomique. Bon, je vous en parle, je maîtrise beaucoup moins le sujet, mais voilà. Donc, pour ceux qui sont dans le secteur, il y a des choses à faire. La prochaine diapositive. Donc, les investissements annoncés. Donc là, nous, maintenant, on est au Québec. Donc, au niveau du Québec, c'est les 2/3 du budget du Québec, c'est l'éducation et la santé. Donc, vous allez voir qu'aussi bien au niveau du Québec que de l'Ontario, les lignes directrices sont les mêmes. Donc, les lignes directrices des provinces et du fédéral sont alignées. Donc, on est recrutement, formation. Donc, si vous avez des capacités de formation, des capacités de recrutement, au niveau des infirmières, est-ce qu'on peut augmenter, est-ce qu'on peut attirer des infirmières ou même d'autres pays? Là aussi, il y a des gros sujets, des choses vraiment très intéressantes qui existent, qui commencent, mais qui devraient se développer beaucoup plus et le ministère de la Santé aujourd'hui aura beaucoup plus d'intérêt qu'avant d'assouplir toutes les règles d'immigration pour favoriser l'arrivée de personnel de soins. Les soins à domicile, comme je vous le disais, aussi bien au fédéral qu'au provincial, les services en santé mentale, le rattrapage, donc le délestage dans les soins de court séjour. Donc, il y a un gros problème de rattrapage qui doit être fait. Donc, en chiffres, le budget a prévu des dépenses de 10,3 milliards sur les 10 prochaines années, 7 milliards en lien avec la crise, 2 milliards les aînés, donc les seniors. Ici, il s'agit principalement d'un projet qui s'appelle la Maison des aînés, qui a été lancé par le gouvernement en place au Québec, qui s'appelle la CAQ, ça s'écrit CAQ. Donc, ils ont voulu créer un nouveau modèle d'EHPAD, de résidence médicalisée. C'est un projet de l'ordre de 4000 lits à 2 milliards. Donc, ça représenterait 500 000 dollars canadiens le lit. Donc, ça va être beau. Ça va être beau. Et 1,3 milliard pour rehausser les soins et les services de santé. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, les opportunités sur le Québec. Donc, tout ce qui est donc 527 millions de dollars sur les 5 prochaines années pour les services de première ligne. Ici, ce dont on est en train de parler, c'est de technologie. Donc, si vous avez la capacité de pouvoir proposer au gouvernement du Québec de la technologie, donc on a un ministre de la Santé qui est extrêmement intéressé à intégrer énormément de technologies. On a été les premiers au Canada à avoir un passeport vaccinal. Le Canada veut en développer un pour le Canada, mais c'est le Québec qui est arrivé en premier. Sandrine en parlait tout à l'heure au niveau informatique. Montréal est une des grands marchés dans le monde.
on est très en avance et donc le Québec veut vraiment implanter des tableaux de bord, des outils pour aider les administrateurs du réseau de la santé publique à pouvoir prendre des meilleures décisions et plus rapidement. Donc là, il y a énormément d'intérêt et de besoins. Maintenant, on a au Canada, au Québec, une plateforme qui s'appelle Investissement Québec. Et Investissement Québec propose 3 solutions de financement. Donc, il y a un financement en capital de développement par action par dette jusqu'à 100 millions pour accompagner l'acquisition d'une entreprise au Québec ou l'expansion et la modernisation de vos équipements. Un financement en crédit d'impôt remboursable sous forme de prêt ou de garantie de prêt pour la recherche scientifique et le développement expérimental, et le programme ESSOR, offrant un prêt ou une garantie de prêt couvrant jusqu'à 50% des coûts d'un projet d'expansion et de modernisation de laboratoires industriels et de services scientifiques. Voilà, donc il y a l'Ontario, donc également un gros budget à l'image du Québec dans la santé pour protéger ses citoyens, donc 16,3 milliards, donc 1,4 milliard pour l'achat d'équipements de protection individuelle, 760 millions pour l'aménagement de plus de 3100 lits, 3,8 milliards sur 10 ans pour la santé, les services de santé mentale. Donc encore une fois, vous voyez, c'est les mêmes sujets, les mêmes thématiques, hein, tout est en ligne qui reviennent. 4,9 milliards pour du recrutement de personnel. Donc, on est dans les mêmes problématiques de personnel manquant. Et au niveau de la croissance, donc l'Ontario, lui, avec 2,6 milliards, veut ajouter 30 000 nouveaux lits. Donc, eux, ils ont un modèle, l'Ontario, qui va être beaucoup plus en PPP, partenariat public-privé. Et c'est pour ça qu'on est sur un budget, un investissement de l'État de l'ordre de 87 000 $ le lit, contrairement au Québec qui est sur un budget de 500 000 $ le lit, donc avec une approche beaucoup plus publique. Voilà. Prochaine diapositive. Les opportunités. Donc, le fonds L'Ontario Ensemble. Donc, c'est un programme, ce programme fournit des fonds aux entreprises et aux organismes pour pouvoir attendre 75% des coûts admissibles d'un projet jusqu'à un maximum de 2,5 millions. Les fonds se concentrent sur le soutien de la fabrication et de l'innovation qui aide à combattre le COVID, mais également fournir des biens et services essentiels à la santé et à la sécurité des Ontariens. Donc, c'est très, très large. L'Ontario également est à la recherche de solutions pour son numérique. Donc, énormément d'investissements à venir, mais déjà en place. Donc, vous voyez ici, à ce jour, l'Ontario a réalisé 34 millions de consultations virtuelles. Donc, c'est vraiment le leader au Canada dans l'utilisation d'outils qui permet, les Ontariens peuvent s'abonner à des plateformes numériques, prendre rendez-vous avec on a un gros problème de médecins, de familles qui ne sont pas assez nombreux pour tous les Canadiens, mais au Québec, c'est un problème majeur. Donc, l'Ontario a réussi à développer, grâce à des outils virtuels, des solutions qui permettent d'avoir un meilleur accès aux soins pour les Ontariens, et ça rentre dans les autres provinces. Merci. Prochaine diapositive. Au niveau de notre fonctionnement, si vous souhaitez vous développer en allant à l'aide de fonds publics, il y a 3 possibilités. Donc, c'est soit un appel d'offres public. Donc, il faut aller surveiller les différentes plateformes. Je vais vous donner tous les détails au niveau fédéral et provincial. L'appel d'offres par invitation. Donc là, vous avez fait votre propre travail d'approche au niveau du gouvernement fédéral ou provincial.
Donc, au Canada et dans les provinces, il faut s'inscrire comme lobbyiste. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez engager une société de relations publiques. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Je travaille avec une société de relations publiques. Il y en a plusieurs dans chaque province, au fédéral. Elles ont toutes leurs forces. Donc, c'est vraiment intéressant de bien comprendre avec qui elles travaillent, comment elles travaillent. Donc, moi, celle que je vous présente là convient à mes besoins à moi et mais il y a toutes sortes de possibilités. Donc, vous avez fait votre propre travail de lobbyiste, ce qui fait que les dirigeants savent que vous existez, quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Et à ce moment, ça vous donne l'opportunité de pouvoir participer à un appel d'offres par invitation. Et puis ensuite, il y a le contrat conclu de gré à gré. Donc, le contrat conclu de gré à gré, il peut être lié à l'urgence. Donc, en ce moment, c'est la pandémie, donc beaucoup de contrats de gré à gré. Un seul contractant est possible, compte tenu, entre autres, des urgences et des besoins, surtout dans la santé. Ça peut être de nature confidentielle ou protégée. Voilà. Donc, c'est principalement ces trois approches-là. Si on regarde la prochaine diapositive, donc ça ici, c'est simplement une image de la plateforme des appels d'offres canadiens, donc fédéraux. Donc, c'est achat et vente.gc.ca. C'était pour vous donner un exemple. Donc, c'est très important d'aller vous y inscrire. Ça ici, c'est l'exemple SEAO de la plateforme québécoise. Donc, vous pouvez créer votre profil, vous pouvez décrire exactement ce que vous souhaitez, le type de produit que vous recherchez. Et au lieu d'y aller chaque jour pour voir ce qui sort, vous recevez des alertes. Il y a un peu d'intelligence artificielle dedans qui vous permet de recevoir les offres qui correspondent à votre capacité, à ce que vous offrez comme bien ou service. La prochaine diapositive, je vous ai mis, voilà, donc là vous avez le portail de toutes les provinces, dépendamment de votre approche, sachant que pour ceux qui ne sont pas encore au Canada, toutes les provinces ont de l'intérêt, mais quand vous regarderez avec l'équipe de la Chambre de commerce en termes de poids économique du Canada, le Québec et l'Ontario représentent, je ne vais pas dire de bêtises, Sandrine maîtrise mieux les chiffres que moi au niveau global, mais c'est peut-être 70% de l'économie canadienne. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes de stratégique, c'est deux provinces à considérer avant d'aller ailleurs, à moins que vous arriviez par l'ouest. Donc, à ce moment-là, c'est la Colombie-Britannique. Mais en arrivant de l'est, il y a une logique géographique et de poids économique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cette partie appel d'offres là? Sandrine rebondissait sur votre propos, Benoît, en disant que c'était effectivement très important de connaître le bon fonctionnement des appels d'offres au Canada. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les participants. A priori, pas pour l'instant. Et je pense que Serge va surenchérir parce qu'avec l'accord de libre-échange qui est signé entre le Canada et puis l'Union européenne, les entreprises françaises ont accès justement à ces appels d'offres. Si je ne dis pas de bêtises, Benoît et Serge, mais voilà, c'est intéressant. Et il y a beaucoup, comme vous pouvez le voir avec les chiffres qui ont été présentés, il y a eu, je vous dirais que dans les 30 dernières années, l'argent qui rentrait dans la santé, c'était pour suivre les problèmes démographiques du vieillissement de la population qui ont des impacts dans le court et long séjour et qui suffisaient pas comme dans tous les pays riches. Mais là, il y a vraiment eu l'injection de nouvel argent pour des nouveaux projets et des nouveaux produits. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur le type de besoins justement créés au travers de ces appels d'offres? Ça concerne quel type de produits et de besoins? Sandrine, je ne sais pas si tu peux aussi compléter. Alors, si on retournait un petit peu en arrière et qu'on reprenait un peu les grandes thématiques que je vous ai présentées pour le fédéral, le Québec et l'Ontario, donc c'est
les services pour les personnes âgées. Nous, au Québec, on appelle ça les aînés. En Ontario, c'est seniors, for seniors. Donc, tout ce qui touche les aînés. Donc, les Canadiens ont été extrêmement sensibilisés par les décès des personnes âgées. Donc, tout ce qui touche les soins des personnes âgées sont maintenant une priorité et il y a du nouvel argent pour ça. La santé mentale, l'autonomie au niveau biomédical et devenir autonome, que ça soit dans la... donc, ça, c'est un peu ce que tous les pays riches ont découvert, le fait qu'ils étaient devenus dépendants de l'industrialisation des biens et services pour protéger la population canadienne et donc de vouloir développer une indépendance au niveau de la production que ce soit de vaccins, que ce soit d'équipements de protection individuelle, etc., etc. Donc, de recréer une autonomie au niveau de la production industrielle locale et pour ça, donc, d'aider ces entreprises à s'installer ici pour qu'elles relocalisent au Canada. La petite question, c'est Katal qui parle. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'ils connaissent précisément justement de l'offre française aujourd'hui, dans les domaines qui les intéressent, la prioritaire? Est-ce que du coup, par rapport à dire, les concurrents allemands ou d'autres marchés, comment se positionne l'offre française? Comment elle se positionne justement? La question est adressée à qui? Qui veut bien répondre? À tous. Bah, écoutez, au Québec, au Québec, comme le montrait dans ces chiffres, Sandrine, la France est extrêmement bien positionnée. Il y a une facilité transactionnelle de par le partage de la même langue. On a actuellement un gouvernement en place qui va être sans doute réélu aux prochaines élections dans 2 ans, parce qu'il a très bien géré la crise. Au niveau des sondages, ils ont une très, très bonne position. Et c'est un gouvernement qui souhaite renforcer l'autonomie du Québec dans la Fédération du Canada, donc qui privilégie l'immigration et les investissements en français. Français en particulier, ce que vous dites. D'accord. On voit beaucoup l'expertise française dans la transformation digitale, l'intelligence artificielle, etc. Quand on regarde, ne serait-ce qu'au CHUM, là, au Centre hospitalier universitaire de Montréal, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui travaillent avec le CHUM. Veolia, c'est Veolia qui gère le partenariat public-privé du CHUM. Donc, il y a quand même des liens assez étroits et des façons de faire déjà entre les Québécois et les Français. Pour ma part, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, Benoît. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. Si les questions ne vous viennent pas tout de suite, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers Catel ou Nicolas, vos chargés d'affaires BCI, pour organiser plus tard une visio avec nos intervenants. Je vais céder la parole maintenant à Serge, si vous voulez bien. Je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour à tous. C'est des présentations très intéressantes. Il y aura peut-être un peu de chevauchement, mais moi, je vais parler plus d'une perspective peut-être un peu différente. Moi, je suis une agent de brevet dans le cabinet Lavery au Québec. Lavery, c'est le plus grand cabinet d'avocats basé uniquement au Québec. On a autour de 250 professionnels. Nous avons fêté notre 100 ans en 2013. Alors, nous travaillons avec beaucoup d'organismes et entreprises différentes, le gouvernement au Québec et ailleurs. Alors,
Dans mon cas, donc, je ne suis pas une représentante du gouvernement, je ne suis pas un investisseur, je n'ai pas démarré ma propre entreprise, je ne gère pas d'entreprise, mais basé sur mon implication dans la protection et l'obtention des droits de la propriété intellectuelle, notamment les brevets. J'étais impliqué dans toutes les étapes de recherche au démarrage d'entreprise, aux croissances des entreprises et d'avancer des projets et livrer des produits au marché. Donc, je suis plus comme une observateur, si je peux dire, dans plusieurs aspects dans la recherche, développement et commercialisation des technologies. Et le Québec, c'est un écosystème idéal pour plusieurs raisons, dont Sandrine et Benoît ont déjà parlé. Mais notamment dans le domaine des sciences de la vie, il y a plusieurs ressources disponibles et plusieurs intervenants. Alors, et je veux dire que moi, je ne suis pas d'origine québécoise. Je viens de Toronto. Je me suis élevé à Toronto. Alors, pour moi, le français est toujours un travail en cours. Alors, je vous remercie en avance pour votre patience. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le Québec, mais Benoît a parlé de plusieurs aspects de notre système de santé. Il y a plusieurs avantages. C'est un réseau très, très, très important. Il y a une masse critique de participants pour fournir tous les aspects dans la recherche et développement et commercialisation. Et il y a des accès directs aux plusieurs marchés, juste en cause pour des raisons géographiques et des liens et les réseaux. Benoît a parlé de certains programmes de financement. Donc, le financement, c'est une partie très importante. Il y a un appui très important pour la recherche universitaire en sciences de la vie et aussi en sciences appliquées, comme la génie. Et aussi, comme Sandrine, je pense, a mentionné, il y a une présence très importante dans le domaine d'intelligence artificielle aussi. Appuyé par le gouvernement, il y a aussi plusieurs façons d'appuyer des entreprises au niveau de la fiscalité. Et je vais parler un peu de quelques exemples, mais notamment avec des taux d'imposition très, très avantageux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on vient de parler des accords de libre-échange. Il y a quelques-uns mentionnés ici. Le premier est l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Qui couvre plusieurs aspects d'échange entre ces pays. Je note personnellement quelque chose qui touche ma pratique, c'est que à cause de cet accord, le Canada doit mettre en place un système pour la prolongation des brevets, du terme des brevets, à cause des délais devant le bureau de brevet. Ça, c'est l'équivalent du système américain qui s'appelle le Patent Term Adjustment. Alors, ça, c'est un des exemples des choses, de plusieurs aspects de l'entente ACE-UM. L'AECG, en anglais, c'est le CETA. C'est l'accord économique et commercial global, c'est entre Canada et l'Union européenne. Je pense que c'est ça que Sandrine vient de mentionner. Et même chose, il y a plusieurs aspects.
il y a par exemple une suppression des droits de douane sur plusieurs produits. Intéressant, comme l'ACEUM, cette entente a également plusieurs composantes qui touchent la propriété intellectuelle et une des composantes qui est déjà en vigueur, les lois canadiennes ont été amendées afin de fournir une prolongation des brevets à cause des délais devant les organismes réglementaires. Comme je pense qu'en anglais ou en Europe, ça s'appelle Supplementary Protection Certificate. Mais il y a maintenant un équivalent au Canada à cause de l'accord AECG. Le PTP-GP, alors ça c'est comme la dernière version de l'entente. C'est le partenariat transpacifique. Alors c'est entre les pays Asie-Pacifique et les Amériques. Vous avez probablement entendu qu'il y avait une version originale dont les États-Unis ont décidé de se retirer. Donc, ça, c'est la version qui l'a remplacée. Et encore, il y a d'autres avantages basés sur les liens entre le Canada et les pays de l'Asie-Pacifique et aussi certains pays par exemple en Amérique du Sud. Au Canada, alors il y a vraiment une politique aussi au niveau du gouvernement de Québec, la stratégie québécoise des sciences de la vie, qui encore, il y a plusieurs axes, plusieurs objets, accroître les investissements en recherche et en innovation, en sciences de la vie, et vraiment comme favoriser la création et la croissance des entreprises innovantes. Donc, pour vraiment comme leur aider dans le financement, l'accès au marché et attirer des investissements privés. Et donc, le but dans tout ça, c'est vraiment de favoriser l'intégration des technologies québécoises innovantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Plusieurs ressources sont disponibles pour les compagnies en démarrage et même les compagnies, si on peut dire, virtuelles, où en grande partie la recherche est toujours dans le domaine universitaire. Il y a des ressources différentes disponibles pour aider ces entreprises dans plusieurs aspects, de faire des preuves de concept, de fournir des locaux, des labos, des laboratoires avec des espaces communs partagés, par exemple. Fournir du coaching pour aider des gens de préparer des plans de développement. Et donc, ça, c'est quelques exemples des incubateurs où, par exemple, vous pouvez, les gens peuvent trouver des locaux pour établir un labo pour une entreprise en démarrage. Il y a aussi les questions il y a de l'aide aussi pour trouver du financement et aussi un accès au réseau pour établir des partenariats et les collaborations dans plusieurs types de projets pour aider les entreprises et aussi la recherche qui sort des universités pour d'avancer. Et ça, c'est des exemples différents. Je ne peux pas vraiment parler de chacun en détail, mais il y a certaines qui sont liées ou qui sont spécialisées dans certaines
secteur. Il y a une expression qu'ils utilisent souvent dans le démarrage des entreprises, c'est la vallée de la mort. Il y a une certaine étape assez fragile très tôt au niveau de démarrage d'une entreprise et de développement des technologies. Et le but d'avoir des ressources comme ça pour vraiment prendre les entrepreneurs par la main et leur aider d'avancer dans le développement, sont des ressources très, très, très utiles. Prochaine diapo. Oui, je rebondis juste sur le petit message que Sandrine vient d'envoyer dans le module de discussion avec un lien web pour avoir les actualités de Servier avec l'intelligence artificielle, enfin les besoins d'intelligence artificielle au Centec. Je vous renverrai le lien et je rajouterai ça à la présentation pour ceux qui n'ont pas accès direct à la discussion, si vous voulez. Et je donne, si vous pouvez reculer, oui, c'est ça. Alors, moi, je connais certains de ces organismes et ils ont des ressources vraiment impressionnantes. Par exemple, l'IRECOR a des plateformes de chimie médicinale, par exemple, pour aider des gens pour développer et faire des recherches sur les composés modifiés. Il y a d'autres c'est vraiment un espace pour obtenir des espaces de labos, bureaux, comme des parcs technologiques. Alors, c'est vraiment tout un mélange des ressources très utiles. Prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est d'autres exemples. Le district 3, vous voyez qu'il y a certains projets incubateurs qui sont liés avec certains instituts ou universités, comme dans le diapo précédente, il y avait comme un lié avec l'école de technologie supérieure dont Sandrine a mentionné Centec, qui est comme l'école de génie qui fait partie du système de l'Université du Québec. Il y a un autre aussi lié avec l'Université Concordia. Donc, encore des très bonnes ressources, des ressources très importantes. La valorisation. Donc, en sciences de la vie, la plupart des innovations d'origine viennent des universités. Le Québec et le Canada a historiquement mis beaucoup d'efforts dans la valorisation de recherche et la commercialisation de recherche qui sort des universités. Au début, c'était plus comme le système des bleus, comme on s'appelle les bleus, les bureaux de liaison entreprise-université. Ça, c'était comme les universités, chaque université avait comme son propre bureau pour recevoir les déclarations d'invention. Je suis sûr que c'est semblable à des systèmes utilisés en France. Et ce bureau décide de prendre certaines technologies. Ils font une analyse, décident avec les chercheurs de prendre certaines technologies pour aller plus loin et l'avancer pour aller plus loin dans la voie de la commercialisation. Alors, au départ, il y avait des bleus dans les universités. Après ça, il y a peut-être autour de 2003-2004, le gouvernement du Québec a créé 4 sociétés de valorisation et les 4 liées avec des universités ou des groupes d'universités différentes. Alors, ça, c'était comme une nouvelle phase dans la valorisation parce qu'il y avait comme des entités créées par le gouvernement du Québec pour aider des universités. Mais il y avait 4 entités différentes qui travaillaient avec
des universités différentes. Mais maintenant, c'est tout récent, le gouvernement a comme refait la structure des sociétés de valorisation avec la création d'Axelis, qui était effectivement comme une fusion des 4 sociétés de valorisation qui existaient avant. Alors, Axialis maintenant travaille avec toutes les universités et instituts de recherche pour leur aider. Et c'est une société créée par le gouvernement du Québec pour aider les universités dans la valorisation des technologies. Donc, il y a des services conseils et des questions. Nous connaissons très bien les bureaux des universités et aussi des sociétés de valorisation parce qu'un de leurs mandats, c'est d'aider des chercheurs dans la gestion et la protection de la propriété intellectuelle. Et par la suite, le transfert de ces innovations, par exemple, par démarrage d'entreprise ou par de trouver des partenaires pour mettre en place des licences, par exemple. Donc, c'est effectivement une ressource comme centralisée maintenant pour aider les universités, les instituts de recherche au Québec dans la valorisation. Prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est juste une liste des universités et instituts de recherche québécois qui travaillent avec ces bureaux de valorisation. McGill et Concordia, qui sont des universités anglophones au Québec. Il y a le système d'université du Québec, qui est effectivement 10 instituts comme Université de Québec à Montréal, Chicoutimi, Trois-Rivières, Rimouski, ETS qui est comme la partie, l'université vraiment pour les sciences appliquées et génie. Université Laval, basée dans la ville du Québec. Sherbrooke, Université de Montréal, qui est une très grande université ayant une très grande présence de recherche et sciences de la vie, et Polytechnique, qui est comme la partie de sciences appliquées et génie de l'Université de Montréal. Il y a aussi d'autres organisations, d'autres instituts de recherche, par exemple l'IRCM, qui est l'Institut de recherche clinique de Montréal, où les chercheurs sont liés avec les autres universités. Un autre exemple, c'est le MILA. C'est comme une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université de McGill. Et ça, c'est l'Institut de recherche en intelligence artificielle. Prochaine. Alors, ça, c'est juste une liste, un exemple, une liste des investisseurs. Il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a certaines qui sont plus liées avec le gouvernement, certaines qui sont plus comme des capitales de risque. Il y a certaines qui spécialisent plutôt dans le processus. Il y a même pour travailler avec les chercheurs quand la technologie est toujours à l'université. Ça, c'est un nouveau modèle qu'on a vu dans les années récentes, d'avoir un appui des investisseurs, par exemple, pour aider un chercheur universitaire d'embaucher un chercheur dans leur labo pour travailler dans un certain projet visé pour la commercialisation ou lié avec une entreprise en démarrage. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et ça, c'est aussi des programmes du gouvernement fédéral et aussi du gouvernement du Québec. Il y a plusieurs types de programmes. Je pense que Benoît a déjà mentionné certaines.
Et je vous donne des exemples, comme le Fonds stratégique pour l'innovation a lancé un projet spécial pour le COVID l'année passée. Et donc, ils ont déjà 11 projets dans le projet COVID pour le développement des traitements, des vaccins et aussi des méthodes de fabriquer des produits utiles pour la vaccination et le traitement. Un autre exemple, je vous donne complètement dans un autre sens, le gouvernement du Québec, il y a un congé fiscal pour les experts étrangers. Alors, quelqu'un qui vient de l'étranger pour travailler dans certains secteurs au Québec a un congé fiscal qui dure de 5 ans. Les premières 2 années, ça couvre 100% de leur revenus. Et après ça, il y a comme la 3e année, c'est 75, puis 50, puis 25%. Ça couvre 25% de leurs revenus la dernière année. Alors, c'est juste pour vous donner une idée des approches différentes et des programmes différents pour vraiment promouvoir et appuyer la recherche et le développement et le démarrage et la croissance des entreprises au Québec. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je parlais un peu de la propriété intellectuelle, qui est vraiment le domaine que je connais bien. L'Office de la propriété intellectuelle est effectivement le bureau de brevet. C'est l'endroit, le bureau où, au Canada, où on registre les droits de la propriété intellectuelle. Alors, pour obtenir des brevets, enregistrer des marques de commerce, les dessins industriels, etc. Alors, c'est vraiment le bureau responsable de l'enregistrement des droits de l'API. Si vous allez sur leur site web, il y a beaucoup de ressources disponibles au sujet de la propriété intellectuelle. Aussi, l'OPIC est très, très impliqué. Il communique souvent avec les autres bureaux de la propriété intellectuelle. Alors, il y a des programmes communs entre les bureaux de propriété intellectuelle. Par exemple, il y a le programme en anglais, c'est le Patent Prosecution Highway. En français, c'est l'autoroute je vais essayer de me rappeler. Mais effectivement, c'est un outil pour, si vous obtenez un brevet dans un pays, par exemple en Europe, un brevet octroyé par le Bureau de brevets européen, vous pouvez obtenir un examen accéléré au Canada pour la demande de brevet correspondante. Alors, ça, c'est le genre de collaboration entre les bureaux de brevets pour harmoniser les exigences de protection de la propriété intellectuelle, mais aussi pour aider des innovateurs d'obtenir les droits de la propriété intellectuelle. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a... Oui, c'est ça. Benoît a parlé, je pense, un peu de la programme d'innovation. Effectivement, c'est une source de financement pour aider les entreprises. Ça, c'est la dernière version. Mais je sais que nous avons travaillé avec des entreprises pour leur aider, par exemple, d'obtenir des financements dans de tels programmes pour leur aider de préparer un plan stratégique pour la protection et gestion de la propriété intellectuelle, par exemple. Alors, ça, c'est vraiment pour appuyer les entreprises dans plusieurs étapes d'un projet d'innovation, favoriser les partenariats, vraiment comme favoriser et aider dans la protection des actifs de la propriété intellectuelle. Et le but est vraiment d'avancer la commercialisation, la valorisation de recherche et innovation. Il y a plusieurs étapes, mais la première étape, c'est vraiment la planification,
de faire des études de marché, techniques, etc., la recherche. Et après ça, il y a plusieurs types d'activités réalisées par un spécialiste. Comme j'ai dit, nous étions impliqués d'aider des entreprises dans la protection de la propriété intellectuelle, mais il y a d'autres aspects aussi réglementaires, préparer un plan d'affaires, etc. Alors, ce programme peut fournir du financement, de l'aide pour appuyer tous ces aspects différents. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Un autre exemple de l'appui dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est le système, en anglais, et ça s'appelle souvent un patent box, mais effectivement, c'est pour donner des taux d'impôt plus bas sur les revenus liés avec un produit ou un service comme des ventes qui viennent d'une innovation protégée. Donc, alors, si vous développez un nouveau produit, c'est protégé par les brevets, par exemple, les revenus qui viennent des ventes de ce produit, il y a un taux d'imposition très avantageux. Et encore, c'est pour vraiment appuyer et favoriser l'innovation et vraiment emmener les technologies innovantes au marché. Il y a certains critères pour être considéré comme une entreprise innovante admissible. Et aussi, ça couvre des types de propriétés intellectuelles différentes, comme les brevets dans le domaine agricole, les protections d'obtention végétale, par exemple, aussi les logiciels. Alors, c'est un programme très large, vraiment pour provoquer le développement et vraiment comme la mise en place d'une technologie innovante sur le marché. Alors, je pense que ça c'est mon dernier diapo. Oui. C'est alors, exact, oui. moi, c'était vraiment un survol des aspects différents, comme j'ai dit, comme observateur. Mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de développement, beaucoup d'évolution pour vraiment comme aider les chercheurs et les entreprises de vraiment d'emmener leur technologie innovante au marché. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions. Merci aux entreprises qui étaient présentes avec nous cet après-midi pour leur inscription et leur participation. Encore une fois, si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous contacter. Lorsque vous allez vous déconnecter de ce petit webinaire, vous allez tomber sur un questionnaire de 10 questions. Je vous remercie par avance de prendre une petite minute. Je vous assure que ça ne prend pas plus d'une minute pour répondre aux différentes questions qui vous sont posées. C'est important pour nous et pour nos intervenants d'avoir votre avis sur le contenu du webinaire et puis aussi vos suggestions quant aux améliorations possibles ou sur d'autres thématiques que vous souhaiteriez voir abordées en webinaire ou en réunion d'information prochainement. Merci encore une fois chaleureusement à Sandrine, Aliette, Benoît et Serge pour leurs interventions. Merci au cluster Biotech et Santé Bretagne pour ce partenariat pour ces mercredis de la santé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prochain rendez-vous, mercredi de la santé, c'est la semaine prochaine, le 13, pour le marché de la santé aux USA. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire grâce au site web en allant sur l'agenda des différents événements que l'on vous propose. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.